Et salut à toi les internets, nous sommes le 30 novembre dans les faits, mais on va parler de l'actualité du 29, parce que j'ai un peu de retard, ça arrive. Et on commence tout de suite l'actualité du jour avec, entre Musk et Apple, ça grince de plus en plus. En moins d'une semaine, Elon Musk a déjà menacé de créer son propre téléphone iOS si Apple continuait à imposer sa commission de 30% sur les produits vendus via l'application Twitter, mais aussi il multiplie toute une série d'annonces et d'attaques via Twitter sur firme à la pomme. Comme si, par exemple, le problème de gestion de ses effectifs et de ses assets compétitifs ne lui suffisait pas, il rentre dans une nouvelle bataille, comme Epic Games l'avait fait en son temps. On se rappelle que l'application Fortnite refusait à Apple le droit et l'obligation de prendre 30% sur les ventes qui étaient faites à l'intérieur de Fortnite, et il continue la lutte. Vous verrez d'ailleurs sur le site écran mobile, on a mis le spot publicitaire qui a d'ailleurs été tweeté par Elon Musk sur le sujet et qui montre qu'en fait il y a une grogne. Néanmoins, on peut se demander si le timing est bien choisi pour Elon Musk, puisque, bon, alors est-ce que l'un et l'autre ne sont pas liés, évidemment, mais on sait que Apple était aussi un des plus gros promoteurs de publicité, notamment aux États-Unis, de Twitter, et que la firme à la pomme a annoncé retirer, au moins provisoirement, des investissements publicitaires chez Twitter du fait du manque d'informations sur la liberté d'expression et sur la modération à l'intérieur de Apple. Ça n'a pas plu à Elon Musk qui multiplie les attaques et les tweets incendiaires. Je note par exemple Musk qui affirme Apple a menacé de retirer Twitter de son App Store, mais ne veut pas nous dire pourquoi. Il a aussi demandé si Apple déteste la liberté d'expression en Amérique, etc. etc. Ambiance. Là, pour un PDG, on sent commencer à devenir de plus en plus fébrile. Il a racheté un truc à 44 milliards, il a viré plus de 65% de son effectif et peine à essayer de réimposer sa vision. Il a encore reculé ce matin le lancement de Twitter Blue. On sent qu'il est gêné aux entournures, et le fait que Apple le menace de retirer son application du store tout en plus cessant les échanges publicitaires, et bien on sent que ça le met en rogne. Par contre, on peut se poser la question de savoir si c'est une bonne stratégie, étant donné qu'on peut imaginer aussi que Twitter a plus besoin de Apple a besoin de Twitter. C'est un article que vous pouvez lire sur Boy Genius Report, malheureusement ou heureusement aujourd'hui en anglais, qui revient sur toutes les querelles entre Apple et Elon Musk et les petites saillies du géant twitterien. L'homme Elon Musk devient un peu l'image de Twitter, ce qui n'est pas sans poser des problèmes pour tous les gens qui continuent, comme un grand nombre de médias, à diffuser sur la plateforme Twitter. On continue avec une information qui contrebalance un peu celle que je viens de dire là. Dans ce contexte houleux, l'actualité vient se rappeler que le trône de l'application porteuse de voix des révoltes n'est, lui, toujours pas vacant. Dans le sillage des manifestations en Chine contre la politique zéro Covid, Twitter, et oui Twitter, a vu ses téléchargements augmenter en RepDem de Chine, pourtant habituellement peu avare en censure de la libre opinion. Ainsi nous l'apprend un nouvel article de TechCrunch qui signale via des chiffres repérés chez Sensor Tower. Alors Sensor Tower, c'est un SDK qui permet d'analyser la vitalité d'une application dans un store et qui permet de constater que Twitter a été téléchargé en Chine. Les discussions sur les manifestations sont pourtant bien étroitement surveillées par les censeurs chinois, et la plupart des voix publiques ont été largement réduites au silence sur les médias sociaux locaux. Par conséquent, il semble de fait que les gens arrivent à organiser les manifestations via Telegram et à communiquer sur ce qui s'y passe via Twitter. Dans ce contexte, le pic de téléchargement de Twitter est intriguant parce que l'application est normalement bloquée par le Great Firewall ou le grand pare-feu chinois. L'accès à l'application nécessite donc que l'utilisateur recourt à un VPN ou en tout cas à une solution de contournement de la censure, et néanmoins ça ne bloque visiblement personne, sans doute un certain nombre de gens, mais ça ne bloque pas les plus enflammés à essayer d'avoir accès à cette application. Preuve, s'il en est besoin, que les révolutions, qu'il s'agisse de la prise d'assaut du Capitole aux USA ou de la révolte contre les restrictions sanitaires, continuent d'avoir besoin d'un porte-voix numérique qui, visiblement, n'a pas encore été remplacé dans cet usage, et qui, du coup, comme disait Spider-Man, a grand pouvoir, grande responsabilité. Il est peut-être temps que Elon Musk se réveille sur ce sujet.
On continue avec une amende record, encore une, pour Meta, qui a été sanctionnée par les CNIL européennes via la CNIL en Irlande. Meta est condamné pour avoir laissé les données personnelles de ses utilisateurs être collectées par des sociétés tierces. On se rappelle que ce n'est pas la première fois que ça arrive pour Facebook/Meta. Tout le monde a en tête le scandale Cambridge Analytica qui a permis de mettre en lumière que l'usage des données récupérées comme ça de manière frauduleuse par des acteurs du métier ont permis notamment d'arriver à des situations telles que donner un contexte favorable à des informations comme le Brexit. La décision de l'amende intervient dans le cadre d'une enquête dite Facebook Data Scraping ouverte en avril 2021 sur la base de la découverte d'un ensemble de données personnelles de Facebook qui auraient fuité sur le dark web. Ces fuites provenaient des outils Facebook Search, Facebook Messenger, Facebook Contact Importer et Instagram Contact Importer, suite apparemment à des manipulations de données lors d'une mise à jour de Facebook, et c'est toute une partie des bases de données aurait fuité. C'est aussi une manière pour les différentes CNIL européennes de montrer que le règlement général de protection des données, qui est le règlement européen dont s'est doté toutes les CNIL européennes, n'est pas à prendre à la légère. L'Irlande a collaboré avec les autres autorités de contrôle de protection des données au sein de l'UE. La décision a été adoptée vendredi dernier, 25 novembre, et constate la violation des articles 25.1 et 25.2 du RGPD. En plus de l'amende record à Meta, elle oblige donc la CNIL irlandaise, mais elle reprend le constat de toutes les CNIL européennes, à obliger Meta à mettre son traitement en conformité, tout en prenant une série de mesures correctives spécifiées. Dans un délai donné, toute la procédure est rappelée sur le site La Revue du Digital, que vous pouvez suivre là pour le coup en français. Alors petite information, j'allais dire presque anecdotique, mais pas que, parce que vous verrez que on peut en tirer des conclusions. Dans la foulée de la décision de Tumblr, je pense que c'était hier ou avant-hier dont on en parlait, Tumblr a décidé d'intégrer l'ActivityPub. Alors qu'est-ce que l'ActivityPub ? Un protocole de communication qui permet à différents services et ou applications de communiquer entre elles, c'est-à-dire d'échanger. Si je poste un poète, puisqu'on les appelle comme ça, sur Mastodon, et ce poète, je peux le diffuser sur un autre service, mettons Tumblr, pour la recherche et pour l'abonnement par exemple, si Tumblr décide de rejoindre l'ActivityPub, qui est ce protocole d'échange d'informations. Toute une série de services et d'applications qui dépendent de ce qu'on appelle maintenant le Fediverse communiquent avec ce même protocole d'information, et on l'a appris dans un autre article de TechCrunch en anglais que Don McCaskill, l'actuel président de Flickr, alors Flickr, il faut se rappeler pour la petite histoire que c'est un des premiers services avant même Instagram de diffusion de contenu photo sur le web et les réseaux sociaux. Comment ça se passait ? À l'époque c'était des galeries, donc c'était des galeries, et c'était un des premiers services qui permettait d'afficher des galeries avant même Google Photos, je pense, même pas de version publique à l'époque. Et Flickr était donc le premier service qui permettait de partager ses photos aussi bien de vacances que ce qu'on fait avec Instagram maintenant. Flickr avait été racheté par Yahoo et a été re-racheté, si je ne me trompe, par son propriétaire, et il semble que Don McCaskill, l'actuel propriétaire, a demandé par un sondage interne à ses utilisateurs s'ils voulaient que Flickr rejoigne le protocole de communication ActivityPub. C'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on sent qu'il y a actuellement toute une série de candidats et de prétendants à reprendre le principe de diffusion de micro-statuts, de micro-posts à terre entière, mais qu'aujourd'hui il n'y a pas encore véritablement de repreneurs, on va dire, à l'activité de Twitter. On vient de le voir avec la Chine, mais néanmoins le protocole ActivityPub peut être une idée intéressante parce qu'elle permet à chacun, mettons, on va prendre un exemple concret, mettons je suis un média francophone, membre d'une association de médias francophones, eh bien on pourrait imaginer que ces groupements de presse et de médias francophones décident de créer une instance, mettons Mastodon, et qu'ils appelleraient, je sais pas, francof.org, j'en sais rien, et dans lequel ils accueilleraient des comptes uniquement sous cooptation et validant une certaine charte de bienséance, notamment, mettons par exemple, sur la réalité des données diffusées ou la lutte contre les infox. Et on pourrait donc imaginer que ce serveur Mastodon devienne à terme une espèce de gage de qualité de l'information vérifiée. Et bien ce serveur qui, s'il
il fonctionne en vase clos n'a pas grand intérêt. Si il est relié avec l'ActivityPub, pourrait ensuite être diffusé à toute une autre série de services qui reprendraient à leur compte l'ActivityPub, mais aussi parce que le cross-post est toujours possible, on pourrait imaginer que le serveur Mastodon communique avec les actuels serveurs de Twitter pour ne pas perdre les utilisateurs qui consultent l'information via Twitter. Il y en a encore un certain nombre, hein. Elon Musk l'a rappelé récemment, la plateforme ne s'est jamais portée aussi bien, en tout cas dit-il. Donc on pourrait imaginer que le mouvement actuel de mégalomanie, je ne sais pas comment l'appeler, de Elon Musk puisse avoir comme effet que tout le monde, ou en tout cas un certain nombre d'acteurs commerciaux et ou d'informations, se pose la question de la réappropriation de leurs données et de fait qu'ils redeviennent propriétaires de l'information qu'ils diffusent sans être soumis aux aléas d'un PDG qui impose de nouvelles règles ou qui supprime des règles comme celle de la surveillance des discours de haine ou la modération par exemple. Donc on pourrait totalement imaginer qu'on soit à l'aube d'un nouveau mouvement, et moi j'invite les gens qui m'entendent, qui m'écoutent via ce podcast, s'ils travaillent dans un média, d'essayer de nous rapprocher pour faire pression sur nos dirigeants pour que se crée cette instance commune à l'ensemble de la presse et des médias français qui permettrait d'être un gage de qualité de l'information vérifiée. Si ça vous intéresse, vous me connaissez, je m'appelle Denis Merloès, je travaille pour Écran Mobile et pour un média francophone dont je tais le nom, mais tout le monde le connaît. On peut totalement porter ce genre d'idée pour à terme redevenir maître de notre information. Voilà, c'est environ tout pour aujourd'hui. Je pointe quand même 2 articles qu'on a traités sur Écran Mobile. Le premier montre que TikTok, et on l'avait déjà évoqué aussi dans ce podcast, est en train d'exploser tout le monde en termes de revenus publicitaires, puisque l'application chinoise, qui non contente de récupérer toute une partie des données personnelles des utilisateurs et de les remonter en Chine, néanmoins utilise ces données aussi pour améliorer les algorithmes publicitaires et de segmentation des clients et donner de fait aux marques qui utilisent la plateforme déjà des sécurités en termes de revenus publicitaires et de reach de leur campagne, en tout cas avec efficacité. Le deuxième point, et on est revenu chez écranmobile.fr sur les slides de Elon Musk qui imprime la vision du milliardaire sur l'avenir de la plateforme. Bien sûr sur écranmobile.fr. Voilà, actualité un peu en retard. La suivante, ce sera pour ce soir. Et si tu aimes bien, tu fais comme d'habitude. Si tu as aimé ce que tu as entendu, tu peux aller le regarder sur YouTube. Si tu as aimé ce que tu as vu, tu peux aller l'écouter en podcast en cherchant l'effarouchement des étourneaux sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu aimes bien l'actualité tech et mobile, n'hésite pas à rejoindre le fil Twitter Écran Mobile FR, ou mieux le fil Mastodon Écran Mobile FR, c'est la même. Et bien sûr, si tu es membre de cette grande communauté qui va des médias mobiles et numériques jusqu'au journalisme numérique, n'hésite pas à rejoindre la communauté Discord Écran Mobile FR. Les liens sont en description en général. Sur cette plateforme Discord, tu pourras soutenir notre travail, parce que c'est un travail qui prend du temps néanmoins, mais aussi discuter avec moi, avec nous, d'informations que je n'aurais pas vues, ou de commenter avec un regard différent de celui que moi je pourrais avoir, l'actualité telle que je la scrute toujours. Le lien vers le Discord sont également en description. Bref, tu fais comme d'hab, tu lâches des pouces, tu envoies des likes et du love partout où c'est légal de le faire. Je te souhaite de te porter bien les internets. C'était Denis Merloès pour Écran Mobile.